Bonjour, aujourd'hui nous recevons Benjamin Bajada. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Enchanté. Voilà. Soyez le bienvenu, nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions tous les mardis depuis 8 ans. Voilà, le contexte, les élections à la Chambre d'agriculture. Voilà, bon, on s'est présenté. On a récupéré 3 sièges. On a 3 sièges à la Chambre, un à la départementale à la région. On a un siège à la région de plus, qui était détenu par la Confédération paysanne. D'accord. Du coup, voilà, c'est nous qui l'avons récupéré. Alors, il y a 6 ans en arrière, on avait fait 12%, là, on est monté à 30%. On va y revenir là. Voilà. Donc il y a une percée énorme de la Confédération rurale. Non, la coordination rurale. La coordination rurale. Donc 15 départements ont basculé en France, dont dans la région, le Gers, la Lozère et surtout le Tarn, qui est la vraie surprise de la région Occitanie. C'est ça, on pensait que ça allait être l'Aveyron. Ça a été une grande surprise. Que le Tarn, moi, ils ont été très investis. En plus, le Tarn, c'est une région qui est céréalière. Il y a un peu de tout, céréales, de la vigne. Oui. Il y a aussi une bête à viande, lait. Et il y a quand même aussi une grosse crise sur les domaines viticoles, sur le Gaillacois. Voilà, alors vous êtes président de la coordination rurale 34 depuis 4 mois. Vous avez 38 ans, vous êtes céréalier, producteur de foin à Saint-Félix de l'Odèze. Vous travaillez sur 100 hectares. En 2024, vous m'avez dit, vous avez eu 80% de la récolte qui a fondu dû à la sécheresse. 2023. 2023. Ça a été 2023. Donc compliqué. Très compliqué. Donc voilà, donc avant de passer aux questions, je vais vous parler du numéro 119 de la Glorieuse. Alors la une, c'est PLUI orageux sur la métropole. Vous savez ce que c'est le PLUI? Non. C'est le plan local d'urbanisme intercommunal métropolitain. Ça, voilà. Je n'ai jamais entendu parler. Ben, c'est-à-dire, c'est le schéma de construction. Où va-t-on construire les prochaines années dans la métropole de Montpellier? Ça, moi, je suis pas... C'est pas votre truc. Non, ça c'est pas... Bon, l'aménagement du territoire... Ça, on n'en a pas parlé, ça nous touche pas... Non, mais ça touche pas les agriculteurs, ça touche les gens de Montpellier, là. Ouais, mais bon, du coup, comme moi, à Montpellier, j'y suis jamais. D'accord. Jamais entendu... Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Non. Donc ensuite on revient sur des articles divers et variés. Les Verts vont-ils à nouveau franchir la ligne rouge? Voilà, on revient sur la Copé Gazette, les Bailés Pancontents. Et de la Fosse Tacle Mesquida, il dit il n'y a pas de démocratie sans forte culture. Voilà, plein d'autres choses encore, hein, dans le prochain numéro de la Glorieuse, en kiosque mercredi. Il faut que je le lise parce qu'il y a des choses, là, vous m'avez cité qu'on n'a pas trop entendu. C'est pas venu jusqu'à Saint-Félix de l'Odèze. Non. Voilà. C'est resté sur le pourtour montpelliérain. Voilà, alors expliquez-moi, Benjamin, pourquoi vous êtes syndicalisé? Ça sert à quoi d'être syndicalisé aujourd'hui? Défendre son métier, son outil de travail. Et nous, sur la coordination rurale, moi je me suis rapproché de la coordination rurale, je me suis plus trouvé, voilà, j'étais plus une approche avec la CR, parce qu'on défend les petites exploitations, les moyennes exploitations, les bio, les non-bio, les grosses exploitations, on défend tout le monde. Que la FNSEA, ils en ont que pour vraiment les grosses exploitations. Et l'autre syndicat? Après, la Confédération paysanne, c'est plus dans l'écologie. C'est un monde à part. Et là-dedans, je ne m'y voyais pas du tout. J'ai essayé d'avoir des discussions avec des gens de la Confédération paysanne. Même au sujet de l'eau, c'est des gens qui sont complètement fermés. Il y a des idées qui ne sont pas mauvaises, mais après, dès qu'on parle de l'eau, c'est quelque chose, comme je dis, faire des retenues hivernales ou collinaires, suivant comme on les appelle, mais pas les pomper dans des rivières, de prendre de l'eau dans des rivières, mais faire des retenues par ruissellement, même ça, ils sont contre. Et ça, ce serait des choses, on sait bien qu'on a des sécheresses de plus en plus prononcées, des fois des printemps très secs. Et ça pourrait nous servir à arroser, ça pourrait servir aux pompiers, et ça pourrait être tampon s'il y a des inondations. D'accord.
Et vous êtes pour les retenues d'eau. Voilà, voilà, mais pas les puiser dans des rivières, les tirer dans des rivières, ça c'est non. Mais de l'eau qui se perd avec les fortes pluies qu'on a, eh ben oui. Est-ce que vous vivez de votre travail? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites? Ben, à côté, je suis salarié dans une entreprise de travaux agricoles. À combien? À mi-temps? 39 heures par semaine. Ah donc Voilà. vous travaillez vous cultivez les 100 hectares Le week-end et les jours de congé. Est-ce que ça paye les charges? Cette année, ça a couvert les frais. L'année dernière? L'année dernière, on a perdu 40 000 euros. D'accord. Et Donc votre salaire, il passe dans les charges fixes de l'entreprise. On essaye que au moins ça couvre les frais. D'accord. Alors cette année, la récolte a été un peu plus belle. Alors on finit de lisser tout ce qu'on avait lissé chez les fournisseurs, et ben on paye avec cette année que c'est un peu plus que la récolte a été un peu plus jolie. Vous le vendez où le foin? Le foin dans des centres équestres et des troupeaux de brebis, parce que l'Hérault a beaucoup de brebis, de troupeaux de brebis viande. Alors, on a des clients comme ça qui nous achètent le foin. D'accord. Et ça se vend bien le foin? Ça se vend, mais c'est au cours. Cette année, dans tous les autres départements, il y a eu pas mal de foin. Alors le prix, eh ben, on a perdu sur le prix. D'accord. Alors ici, dans la région, là, les vignerons, ils arrachent beaucoup. Le prix de l'hecto est passé de 45 à 45-60 euros l'hecto alors qu'il était à 90. Ouais, c'est suivant les cépages, bon, les blancs. Suivant les cépages. Est-ce qu'il y a une colère chez les vignerons? Ah, les vignerons, oui, il y a une grosse colère parce que, je vous dis, il y a du vin espagnol qui monte à 45 euros l'hecto et nous, on a du vin qui part à 60 euros l'hecto. Et normalement, c'était des cépages qui se payaient 70, 80. Voilà. Et le problème, c'est pas en arrachant des vignes, malheureusement, qu'on va arriver à régler le problème. Donc vous êtes un syndicat, un peu le syndicat de la colère, C'est ça. des bonnets jaunes et de la colère. Vous êtes en colère sur quoi? Ben déjà, les normes, déjà, on est dans une communauté, dans la communauté européenne, est très mal faite. On a des produits, nous, qui sont interdits en France, qu'on peut trouver en Espagne et dans d'autres pays. Alors le problème, il est là. Si on est pour l'Europe, mais une Europe, alors faisons une Europe française. Voilà, on a des produits qui, en Espagne, ça marche. Alors en Espagne, c'est un peu compliqué. C'est suivant la demande et les nombres d'hectares qu'ils ont, ils peuvent avoir certains produits. Que nous, là, on a un produit qui va être arrêté à la vente. Il est vendu cette année et c'est un anti-germinatif pour désherber les vignes. Ça s'appelle comment? Le pledge. Et par contre, on pourra l'utiliser jusqu'en 2026, mais le reste de l'Europe jusqu'en 2032. D'accord. C'est complètement c'est aberrant. Et comme ça, c'est de la concurrence déloyale. Les charges, les normes environnementales, il y a des normes que nous on a. Sur le taillage des haies, on ne peut pas. Il y a beaucoup de choses, les NT, il y a énormément de choses, on a énormément de contraintes qui sont aberrantes pour l'agriculture française. D'autres choses que vous demandez? Nous, ce qu'on veut, c'est un prix rémunérateur pour vivre de notre métier. On est le seul métier, l'agriculture, à travailler à perte. Vous discutez avec les instances publiques ou les... Oui, c'est compliqué, ben c'est pour ça avec que... les grandes distributions, je ne sais pas, avec qui... On a eu des rendez-vous avec les négoces de vin. Alors ils disent que c'est la GD qui leur essaye de tirer les prix au plus bas. La GD revienne vers les négoces. Je pense que c'est un tout... Le prix a perdu, on a eu une grosse inflation sur les matières premières, sur les produits, sur les engrais, sur le gasoil. Parce que le gasoil, la seule chose qu'on a eu, l'avancée qu'on a eue sur le gasoil, c'est la TIPP remboursée à chaque pleine de cuves de gasoil. On n'a pas à le faire en fin d'année. Bon, ça a remis un peu de trésorerie, mais ça, c'était le syndicat majoritaire, la FNSEA, qui avait fait monter les taxes pour payer une étude sur le biocarburant. D'accord. Voilà. Alors, revenons aux élections, là. Pourquoi la FNSA a bien résisté dans l'Hérault? Donc, elle termine à 49%. Pas tout à fait la majorité, mais presque. Et que dans le Tarn, elle s'est effondrée. Ben, nous, dans l'Hérault, l'Hérault, c'est le président actuel de la Chambre d'agriculture et le président de France Agrimaire. C'est lui qui s'occupe pour toutes les primes de plantation, d'arrachage. Et c'est le deuxième de la FNSEA. Mais quand même, nous, la coordination rurale, on a fait une grosse percée
sur la chambre, hein, parce que en 2019 on avait 12%, là on est arrivé à 30%, on a pris 350 votants de plus. Après, il y a des gens qui étaient indécis, qui n'ont pas voulu voter. Il s'est voté en 2019, il y a eu 1300 votants, cette année il y a eu 2500 votants. Ça prouve qu'ils veulent un peu de changement. Et il y a eu 2500 votants cette année, ouais. Au lieu de 300. Non, au lieu de... Là, en 2019, il y en a eu 1300 votants. Ah, 1300, d'accord. Ouais. Et là, cette année, on en a eu 2500. Ça a doublé presque. Hein. Ouais, ouais. D'accord. Et pour que la coordination rurale fasse une percée, c'est que les gens veulent voilà, le changement. Vous avez fait une campagne là pour aller motiver les gens Oui, on a... Vous avez fait quoi? On a envoyé des professions de foi. Vous êtes allé les voir? Après, voilà, après, on a vu les voisins, en discutant, on a fait des apéros campagne. Ah ouais. Sur certains villages, on invitait tout le monde. C'est quoi un apéro campagne? Eh ben, on se retrouvait devant un verre, un peu de charcuterie, on discutait, on parlait de ce qu'on a essayé d'apporter, ce qu'on voulait faire, et essayer de convaincre surtout les indécis qui ne voulaient plus voter et qui n'y croyaient plus, quoi. D'accord. Et ça, le pari a quand même payé. En moins d'un an, nous, la coordination rurale, dans l'Hérault, qu'on a repris, on était 20 adhérents, on est 120 ou 130 adhérents au jour d'aujourd'hui. Et puis voilà. Vous discutez avec M. Despé, là, le patron là, de la FNSA, le patron local là, que vous avez évoqué là, tout à l'heure? Oui, un peu. On a eu des échanges tendus. Voilà, pourquoi tendus? Parce qu'ils ont leur politique, nous, ils n'ont pas la même vision des choses. Bon, maintenant, il va falloir qu'on travaille un peu ensemble. Vous différenciez sur quelle vision? Lui, il était pour l'arrachage définitif, nous pour l'arrachage temporaire. L'arrachage temporaire, c'était un arrachage sur... on pouvait replanter des vignes au bout de 9 ans sans perte de droit. D'accord. Et eux, là-dessus, ils n'y étaient pas. Nous, on se battait parce qu'il n'y avait jamais eu trop de projets qui a été posé pour l'eau. Des retenues, où il y a eu des retenues, des projets qui a été faits, mais ça ils n'ont pas poussé pour creuser le problème, et ils ont rencontré des difficultés avec les écolos. Et nous, on voit la 47, la CR, la Chambre d'agriculture et la 47 et coordination. C'est le micro, ça va. Qui est coordination rurale depuis des années. Ils ont fait le lac de Caussade, ils l'ont bâti, ils avaient toutes les autorisations. Et un jour, on a voulu leur empêcher, c'est eux qui ont creusé le lac. Serge Bousquet-Cassagne, dans le 47? Dans le 47, ouais. Il a fini en garde à vue, il est passé au tribunal, comme on dit, il a mouillé la chemise pour ses agriculteurs. C'est quoi, c'est le Lot-et-Garonne? Le Lot-et-Garonne, ouais. D'accord. Et c'est des gens qui sont toujours un peu dans le contact, un peu dans le bras de force. Hein. Ouais. Mais est-ce qu'il faut être dans le bras de force aujourd'hui? Je pense oui. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Chambre d'agriculture, on est commandé par des gens en haut lieu, en col blanc, qui ne comprennent pas sur le terrain que c'est pas un dossier ni un ordinateur qu'on ferme ou qu'on rouvre le lundi. Et il faut arrêter de nous pondre des lois qui ne servent à rien et de nous dicter des choses que nous, c'est la météo, l'agriculteur travaille avec la météo, le temps. Et on ne peut pas dire, aujourd'hui, non, cette haie, vous n'avez pas le droit de la débroussailler parce qu'il y a un nid d'oiseaux, il faut arrêter. Et les chambres d'agriculture, quand ces choses elles arrivent de Paris, c'est à la chambre de faire bloc et de dire, voilà, ça se passe comme ça et comme ça. Les écologistes, vous en pensez quoi? C'est compliqué, ils sont une petite minorité qui décide, on voit bien en France, qui décide un peu tout. Hein. Comme je dis, il n'y a pas plus écologiste qu'un agriculteur. Même si on est en conventionnel, qu'est-ce qu'il faut un conventionnel qui traite des vignes 5 fois, 6 fois avec un systémique, ou un bio qui va traiter 20 fois avec un cuivre? On sait bien que le cuivre, ça pollue. Au jour d'aujourd'hui, au prix du gasoil, au prix d'un tracteur, l'usure d'un tracteur, le prix des produits, on ne va pas les traiter, désherber ou pour rien, pour dire on ne va pas utiliser du produit. On est quand même écologiste dans l'âme. Hein. On veut faire attention. Voilà, et surtout, comme je vous dis, au prix des produits au jour d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'écologistes dans les campagnes? Ça commence. Des gens de la ville, comme on dit, les néo-ruraux qui viennent vivre à la campagne et qui ne veulent pas de bruit. C'est compliqué avec ces gens-là. Ah ouais? C'est assez compliqué, ouais. Ils veulent interdire la chasse aussi? Ils veulent interdire la chasse et au jour d'aujourd'hui, nous, je le vois, on a des dégâts de sangliers, des dégâts de pigeons.
si on ne chasse plus demain, on ne pourra plus travailler. Nous, on a eu des parcelles 100%. Hein. Vous savez qu'à Montpellier, ils ont interdit la chasse. Mais nous, s'ils nous interdisent la chasse, il y a des champs, on est obligé de clôturer. Même en clôturant, ils rentrent dans les parcelles. D'accord. Ça fait partie du cycle de l'homme, la chasse, la pêche. Et c'est un peu de l'écologie. Voilà, on le voit bien avec le loup au jour d'aujourd'hui. Il y a des attaques de loups de partout. Vous en avez une juste au-dessus de l'Odève qui s'est fait attaquer son troupeau de chèvres. On en a eu sur le Larzac. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on veut tout. On veut le loup, on veut l'ours, on veut les sangliers, on veut tout. C'est bien beau, mais nous, on vit de la terre. Et si on a nos récoltes qui sont détruites par tout ça, et même les troupeaux, c'est pas possible. Dans quel état d'esprit sont les agriculteurs héroltais aujourd'hui? Non, ils sont... L'état d'esprit, je pense qu'il est au plus mal. Parce qu'il y a quand même une crise. Sur l'échelle de 1 à 10, ils sont à combien? Je pense que 7 ou 8. 7 ou 8, enfin, au positif, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt dans l'autre sens. Ils sont plutôt à 1 ou à 2 alors? Ouais, là, ils ont les trésoreries au plus mal. Et comme tout le monde le sait bien, hein, quand on n'a pas d'argent, il n'y a rien qui va. Hein. Ça ne va pas dans les familles, ça ne va pas... Comme je vous dis, d'aller travailler le matin et de ne pas arriver à gagner d'argent, et même d'en perdre, qui va se lever le matin pour perdre de l'argent? Pas grand monde. Si on n'est pas passionné par l'agriculture, on ne fait pas agriculteur, ni viticulteur, ni éleveur. Parce qu'éleveur, c'est encore un autre métier. C'est samedi, dimanche, quand il y a la traite, quand il faut s'occuper des agneaux ou des veaux. Voilà. On fait ça par passion. Mais heureusement qu'on a des femmes qui comprennent le métier et qui sont là quand même pour nous soutenir. Parce que on comprend le malaise. Vos parents, ils étaient agriculteurs? Mes parents étaient agriculteurs, mon grand-père était agriculteur. Vous cultivez sur vos terres ou vous êtes fermier? Nous, on n'est que des terres en fermage et des prés gratuits. Les terres, on les entretient, on nous les laisse pendant 2-3 ans pour les entretenir gratuitement. D'accord. Alors, le revenu médian là, des agriculteurs en 2018 était de 22 000 €, comparable à la moyenne des Français. Les blocages, c'est une question d'argent ou... Déjà 22 000 €, ça vous ferait 1 800 € par mois. C'est les statistiques, hein, vous savez. Oui, mais ça c'est comme quand on vous dit qu'à Paris, le revenu... Non, mais c'est-à-dire qu'il y en a qui gagnent 5 000 et d'autres qui gagnent 500, quoi. Je pense ou que... zéro. Voilà, là, au jour d'aujourd'hui, même les céréaliers, je pense qu'ils sont plus près des 1 200 €. Et vraiment, les éleveurs, 500, même, bon, il y en a qui se tirent rien. C'est vraiment... Et voilà, le ras-le-bol qu'il y a eu, quand il y a eu toutes ces manifestations, quand il y a eu toutes ces augmentations, on n'arrive plus à payer les factures et à plus se dégager de salaire. Et voilà, et toutes ces normes environnementales, ces charges, c'est un trop-plein. C'est pour ça que... Est-ce que vous vous êtes mis à l'ordinateur pour faire vos déclarations? Non, nous on le fait la déclaration PAC, on le fait directement à la Chambre d'agriculture. Ce matin, là, il y avait comment il s'appelle là, il y avait Xavier Niel qui disait que l'intelligence artificielle permettrait aux agriculteurs de plus faire leur déclaration, que tout serait simplifié. Ah ben, on le voit bien quand il y a des fois on fait des dossiers, que les dossiers ils n'ont pas reçu le mail, là ils mettent ça fout un bordel monstre. Après, il faut passer des heures au téléphone ou aller les voir. Moi j'y crois pas trop. Il y a des choses que quand même l'homme il faudra qu'il continue à faire quand même. Par papier ou... Vous croyez pas trop à l'intelligence artificielle? Non, moi j'ai du mal. Déjà à mon âge, je vois que pour faire marcher un ordinateur... Pourtant vous êtes jeune, vous avez 38 ans. C'est compliqué. C'est ça, 38 ans? Ouais, c'est ça. D'accord. Et puis ça me plaît pas. Ah ouais? Ouais, moi je préfère aller voir quelqu'un, qu'on discute, et pour remplir un dossier, c'est bien plus agréable que... Est-ce qu'il y a des opérations qui sont prévues là, ces jours-ci ou prochainement? Pour l'instant, non. On va attendre la mise en place à la Chambre un peu. Voilà, voir comment ça va se passer. On m'a demandé un rendez-vous à monsieur le préfet. D'accord. Voilà, et après on va bien voir. Vous avez des questions à poser à monsieur le préfet? Ouais, on a quelques questions à lui poser, parce qu'il y a eu une plainte qui a été déposée contre la coordination rurale. Ah, à quel sujet? Au sujet, parce qu'on a été faire une petite manifestation devant l'OFB. Une petite ou une grosse manifestation? Non, ça a été pas grosse, pas petit.
Voilà, il y a eu un mécontentement, quelqu'un de l'OFB a traité Rappelez-nous ce que c'est l'OFB. l'Office forestier de la biodiversité, française de la biodiversité. C'est ceux qui viennent vous embêter là. Voilà, ceux qui viennent avec un pistolet, comme si on était... Un pistolet, ils viennent? Oui, oui, ils arrivent armés comme les gendarmes. Ah oui. Alors si vous avez coupé une branche, alors là c'est une enquête. Si des ruisseaux qui passent, parce que alors les ruisseaux sont marqués à la PAC avec des traits bleus ou des pointillés bleus. Alors si c'est des traits bleus, il y a une ZNT de 5, 10, 15 mètres à tenir avec des produits phytosanitaires. Et des fois il y a des ruisseaux où il n'y a même pas d'eau qui passe. Voilà, on vient vous emmerder sur ça. Si vous débroussaillez, vous devez débroussailler l'interdiction du 15 avril ou admettons 15 octobre ou 25 octobre, vous n'avez pas le droit de toucher vos haies. Si vous débroussaillez, vous risquez une amende. Voilà, on travaille toujours, c'est un ras-le-bol de toutes ces normes en fait. D'accord. Et alors qu'est-ce que vous avez fait à l'OFB? Eh bien, comme ils nous ont considérés, ils ont dit que les agriculteurs, ils se prenaient au rang des dealers dans les cités. Ils ont comparé au... Oui, oui. C'est quand même, ouais, les mots... une gentillesse. C'est ça. Et du coup, alors, on leur a été maître de la farine, on leur a fait quelques petits mots, on leur a dit foutez-nous la paix, désarmez l'OFB. Les cow-boys, c'est pas ici au Far West. Et monsieur le préfet, comme on s'en est pris, c'est des agents de l'État, alors, du coup, a déposé une plainte contre vous? Contre la coordination rurale. Ah d'accord, contre votre syndicat. Voilà. Donc contre vous. Voilà. Alors, vous êtes le président, c'est vous. Voilà, oui, mais alors, nous, on y a fait partir un mail en lui disant quand c'est le syndicat majoritaire qui marque, qui tague sur des murs certains slogans, qui murent les impôts, parce qu'aussi on avait demandé sur la TFNB, sur la taxe foncière non bâtie, un dégrèvement. Alors du coup, aux impôts, on leur a mis des pneus devant les portes. On avait empilé des pneus, on avait tiré des banderoles, pareil. Alors ils avaient dit qu'on s'en était pris au bâtiment de l'État. Et qu'on a dit, quand c'est le syndicat majoritaire qui va monter des murs en guéron devant les impôts, c'est tout à fait normal. Quand c'est le syndicat majoritaire qui déverse de la lie devant la préfecture, c'est tout à fait normal. On y a fait voir que pareil, ils avaient tagué des choses sur des murs dans des villages. Et j'ai dit, voilà, nous, il n'y a pas de dégradation comme ça, on a tiré sur des bâches. Voilà. D'accord. Ok, ben écoutez, je vous remercie pour la qualité de cet entretien, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Ben merci, bon, ça n'a pas duré longtemps.